Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Vendredi matin, des petits yeux mais beaucoup de plaisir. Et on va parler finance aujourd'hui. Finance? Mais non, on fait pas de la finance chez soi. N'êtes-vous pas financier, monsieur Benadi? Bonjour Yacine. Bonjour. D'abord bonjour, et on est vraiment ravis de t'accueillir. Alors si on fait de la finance, mais on n'aime pas ce mot chez Swan. On trouve que c'est un mot qui est un petit peu imprécis. Il y a un big pour toi, pourtant derrière vous. Tout à fait. Donc tu es fier. Tout à fait. Alors pour le coup, on peut parler de bancaire et de banque, mais finance, en fait, quand tu penses à finance, d'abord tu penses à trader. Mais c'est pas du tout ce qu'on fait. On n'achète pas des actions, on les revend pas. Finance, tu peux aussi penser aux gens qui dans ta boîte font la compta, font tout ça. Le CFO, ouais. Le CFO, c'est pas non plus ce qu'on fait. Nous, en fait, effectivement, on a des activités bancaires et pour nous, c'est un peu des utilities en anglais. C'est-à-dire que, tu vois, pour vivre une vie moderne, t'es obligé, bien sûr, d'avoir de la nourriture, d'avoir un toit, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'amour aussi. Et bon, t'es aussi obligé d'avoir Internet. Non, t'es obligé d'avoir Internet et t'es obligé d'avoir un compte avec une carte de paiement. Si t'as ça, tu peux commencer à avoir une vie moderne, on va dire. Bon, Nicolas, on va la refaire. On Ouais. est en soirée, toi et moi. Ouais. On se rencontre. Ouais. Comment tu te présentes? Comment je me présente? Ouais. Malheureusement, ça prend un peu de temps à présenter Swan. C'est possible. J'ai mon verre, je t'écoute. On peut dire FinTech. Et donc, dans FinTech, il y a finance, mais Vas-y, non mais je te Voilà. laisse te présenter, Écoute, parce qu'on va pas parler que de ta boîte, tu es serial entrepreneur, je spoil, raconte-moi tout ça. Exactement. Donc, moi, j'ai 48 ans. Ça fait un petit moment que je suis dans l'écosystème des startups françaises. J'ai commencé en 2000 dans la cuisine de Pierre Kosciusko-Morizet. PKM pour les PKM, exactement. Et donc, j'ai vu le démarrage de Price Minister. C'était assez excitant de voir ça à cette époque. T'as vu la revente à Rakuten? Je ne suis pas resté jusqu'à la revente. Mais en fait, j'étais un tout petit cofondateur, même si j'étais que développeur de Price Minister. Donc, à la base, je suis développeur. Je suis ingénieur. Après, je me suis un peu spécialisé dans tout ce qui est système de paiement, dans tout ce qui est banque de détail. Avant tout, je suis entrepreneur parce que j'ai déjà créé 3 boîtes avant. Qui sont? Antoine. Vas-y, parle. Rapido, ça. Hein. Ouais, rapidement. Donc, Price Minister, je suis un tout petit cofondateur. On ne peut pas dire que c'est moi qui ai créé la boîte, mais j'ai participé vraiment au démarrage. T'as pris des thunes? J'ai pris un peu d'argent, oui. J'ai eu un peu cette chance. Donc Nicolas est riche, en fait. Tout à fait. Vous en fiers? Non, mais sérieusement, on travaille pas non plus. Sinon, on ferait. Là, c'est la parenthèse, mais sinon, on ferait des assos, quoi. L'appât du gain n'est peut-être pas la finalité, mais c'est important de bien vivre aussi, quoi, et de capter la valeur que tu crées. C'est une super bonne question. C'est une super bonne question parce que j'en parle souvent. On fait vraiment pas ça pour l'argent, et on va en reparler. C'est une de nos valeurs qui est vraiment importante, le long terme. Ok. Donc, j'ai aussi monté Limonetic en 2007 avec 4 autres cofondateurs. Donc, ça, c'était la première incursion dans le paiement, et j'étais vraiment un des cofondateurs. Et j'ai créé Antelope en 2014. J'ai travaillé 2 ans juste avant chez Visa avec un super ingénieur de chez Visa. Et donc, pendant 4 ans, on a essayé de faire Google Pay et Apple Pay avant Google Pay. Évidemment, Google Pay est sorti, et donc c'était un peu moins évident, mais on a quand même réussi à fournir un service un peu partout dans le monde et à revendre la boîte. C'est quoi la troisième? Et la troisième, c'est Swan. Donc Swan en 2019, début 2019, on a commencé Swan avec 2 cofondateurs, dont l'un d'eux qui était mon apprenti quand j'étais développeur en 2003. Chez Price? Alors non, C'était après? juste après Price Minister. Ok. Et donc ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, et c'est la 3e boîte où on travaille en même temps. Donc on est un petit peu un working couple avec Nicolas Saison. Bon, les gens l'ont compris, il y a du Visa, il y a de la finance avant même qu'on parle de Swan, mais juste rappelle-moi, qu'est-ce que vous faites chez Swan? Alors chez Swan, on a une activité qui est assez proche de Revolut ou de Conto. Donc on est un établissement régulé par la Banque de France. Et donc on propose des comptes avec des virements, avec des cartes Mastercard. La seule différence, c'est que pour ouvrir un compte Swan, tu ne vas pas télécharger une app Swan. En fait, on est behind the scene. Ah, et là? On est en marque blanche
Et en fait, on permet à n'importe quelle entreprise qui, elle, n'est pas régulée, qui n'a pas toute l'infrastructure, de créer pour ses propres clients des comptes avec des IBAN et puis avec des cartes Mastercard avec leur propre logo. Je veux vraiment rendre le podcast accessible à tout le monde. Marque blanche, c'est un mot que moi, à l'époque, j'ai entendu et... Explique-nous. Mais Parce ouais, qu'en je vais vrai, t'expliquer. c'est jargon. Mais non, pas du tout. C'est très simple. C'est super simple. Quand tu vas chez Carrefour et que tu achètes du beurre Carrefour, bah, tu sais très bien que ce n'est pas Carrefour qui fabrique le beurre. En fait, il y a des entreprises qui fabriquent du beurre et puis qui vont voir Carrefour. Carrefour met une petite étiquette par-dessus Carrefour et finalement, tu achètes du beurre Carrefour. Et bah, nous, on fait la même chose, mais pas pour du beurre, pour des services bancaires. On produit des services bancaires et puis il y a d'autres gens qui mettent leur étiquette par-dessus, d'autres entreprises qui distribuent en fait nos services bancaires. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas grand public, qu'on n'est pas connu, mais peut-être que tu as déjà utilisé des services Swan sans même le savoir. Voilà. J'allais dire, en vrai, je suis pas client Swan. Je suis client ou pas? Bon, j'explique un petit peu. Moi, je suis client Indie, on les salue. Et récemment, ils viennent de me proposer une carte gratuite. Conto, sorry. Je crois que vous perdez un client. Bon, bref, passons. En cliquant, je regarde, je vois Swan. Et c'est le principe, tu disais, de la marque blanche. Mais là, il y a un petit bypass. On vous voit apparaître quand même à un moment. Alors, comment ça se passe, ça? On n'est pas en pure marque blanche, on est en marque grise. C'est-à-dire qu'on est un nouveau jargon. Voilà, on apparaît quand même un tout petit peu... 50 Shades of Grey. Quoi. Exactement. On apparaît un tout petit peu et c'est pour éviter à nos partenaires comme Indie d'être vraiment frontal vis-à-vis de la Banque de France, par exemple. On leur évite de prendre toute la responsabilité. On prend ce type de responsabilité. C'est pour ça qu'on apparaît. C'est juste pour des raisons techniques. C'est pas pour mettre en avant la marque Swan. On en a parlé. Bon, déjà, vous êtes un service provider autour de la banque de détail, tu disais? Ouais, tout à fait. Les termes, on va revenir là-dessus. Tu as quand même monté plusieurs boîtes, j'ai envie d'en parler. On va parler pour que les gens comprennent. On va faire un petit peu le sommaire, si j'arrive à bien le suivre. On a parlé de marque blanche, c'est un positionnement particulier. Tu gères de l'argent aussi au quotidien, ou tu gères, ou tu... En tout cas, il y a beaucoup de flux financiers chez vous. Je pense que c'est très touchy. Quand on parle d'argent, c'est l'aspect le plus touchy. Donc, en termes de confiance, je suis curieux d'en parler. Mais en plus de ça, vous êtes en marque blanche. Donc, comment tu peux gérer la confiance avec les marques et presque avec tes end-users? Est-ce qu'ils connaissent Swan? Bref, on va parler de tout ça. Vous êtes une boîte hyper internationale. Vous êtes 200 aujourd'hui à Paris, c'est ça? C'est ça. Vous avez levé des fonds. Vous avez été créé en 2019 et aujourd'hui, c'est un peu moins l'Eldorado des levées de fonds. Donc, on va aussi en parler. Avant ça, j'aimerais parler d'une seule chose. Tu me disais 48 ans. Tu me dis première boîte vers début 2000. Ça représente quoi à l'époque pour toi, monter une boîte ou quand bien même rejoindre un projet jeune? PKM n'est pas PKM à l'époque, j'imagine. Bon, moi j'étais jeune, hein, je te donnerai pas mon âge, ça va te rendre vieux. Mais ouais, c'est quoi un petit peu c'est quoi l'idée derrière? C'est quoi la motivation? Qu'est-ce que tu cherches dedans? Parce que je pars du principe quand on fait un job, on a un objectif. Est-ce que c'est de grandir dans la boîte? Est-ce que c'est aller chez la compète, prendre des thunes, etc. C'était quoi toi ta vision? Moi, ça a été hyper clair tout de suite. La start-up, c'est juste un moyen pour moi de créer, de construire. Vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi. T'es un bâtisseur? Ouais, vraiment un bâtisseur. C'est vraiment, si j'ai en tout cas un idéal ou une image, c'est bâtisseur. Et d'ailleurs, je suis fasciné, pas forcément par d'autres CEO de start-up, mais plutôt par un bon développeur, ça peut me fasciner. Même un bon bricoleur, okay. Un ouvrier, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très important psychologiquement. Et pour moi, construire une organisation, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et ça peut être une association, encore une fois. Bien sûr. Ça peut être même au sein d'un gouvernement, le mec qui va dire tiens, on va faire le TGV Paris-Lyon. Alors, j'allais te poser la question parce que tu parles d'une orga et direct, je me suis dit, mais orga et projet, c'est pas la même envergure de créer une organisation versus un projet. Pourquoi créer une orga? Est-ce que c'est ton passage chez Price Minister où tu t'es dit, est-ce qu'il y a eu un syndrome de l'imposteur? Est-ce que côtoyer des gens smart qui arrivent à revendre, tu t'es dit, mais en fait, c'est accessible et moi aussi, je peux le faire?
Pourquoi avoir monté d'autres boîtes derrière et pas être retourné en CDI réellement Ça fait plusieurs fois que tu dis revendre, comme si c'était effectivement... Alors, c'est pas du tout quelque chose qui m'a impressionné de voir Price Minister se revendre. C'est quelque chose que j'ai jamais recherché. Et je tiens à en parler parce que c'est une des valeurs qui est importante chez Swan. C'est le long terme. Et c'était plutôt le contraire. J'ai trouvé ça très dommage de comprendre assez rapidement chez Price Minister, mais même dans beaucoup de startups, surtout des années 2000, que un des premiers objectifs des CEO de l'époque ou des cofondateurs, c'était de créer une boîte pour la revendre. Et en fait, je pense que si tu pars avec cet objectif, tu ne crées pas une très belle boîte. Mais c'est pas ce qu'on t'enseigne en startup en réalité. Pas du tout. Qui dit ça? Regarde les plus grandes startups, les plus connues. Regarde Google, regarde Apple, regarde vraiment les top des 5 ou des 10 plus grandes startups. Elles n'ont jamais été revendues. Donc en fait, quand tu regardes vraiment le top, c'est des gens qui, au départ, ont une énorme ambition, attention, mais qui n'ont absolument pas en tête de revendre la boîte. Et je pense que quand tu pars en tête avec ça en tête, tu ne crées pas justement ni un très beau produit, ni une très belle organisation. Ok. L'argent... En gros pour toi. Hein? Il faut un truc pérenne. Quoi. Exactement. Et donc l'argent, je ne suis pas contre, mais ça doit être une motivation complètement secondaire. En fait, si tu crées une boîte qui est suffisamment stable. Tu regardes Xavier Niel, il n'a jamais revendu sa boîte, pourtant il a des sous, t'en fais pas. C'est absolument pas, et ça devrait pas être l'objectif quand tu commences à monter une boîte, de la revendre. Attention, j'ai rien contre les gens qui le font, ils ont fait des très belles entreprises, mais en tout cas, moi, c'est pas un driver. Ok, et alors c'est quoi ton driver quand tu crées une boîte? Et attends, il va y avoir de l'impact à long terme, etc. Mais pendant combien de temps tu galères avant de capter la valeur que tu crées du coup, financièrement? Disons-le clairement. À quel moment tu peux te rémunérer? À quel moment tu te dis, ouais, on a fait un truc stylé, et je sais pas si je suis riche, mais au moins j'en capte la valeur. Non, mais déjà, juste si tu es CEO d'une boîte qui marche très bien, qui est rentable et qui a un bon chiffre d'affaires, tu peux très bien vivre comme ça. Qu'elle soit rentable. Il faut qu'elle soit rentable, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis, rien ne t'empêche effectivement d'en céder un petit pourcentage à un moment de faire un exit partiel. Ça, tous les entrepreneurs que tu rencontres comme toi, tu trouves qu'ils sont, je vais pas dire anti-levée de fonds, mais en tout cas, quand on est sur les 5 premières années de ta boîte, on y pense, mais pas anti-levée de fonds, anti-exit, pardon. Non, c'est pas, tout le monde n'est pas comme ça. Ok. Mais je trouve qu'il y a eu un changement de mentalité en France, en tout cas. C'est peut-être 5-6 dernières années. Je trouve que les entrepreneurs sont plus ambitieux qu'il y a 20 ans. Et justement, ils ne sont pas forcément en quête d'une revente rapide de leur boîte. Et je pense que, alors ça peut paraître assez bizarre ce que je vais dire, mais je pense que c'est une influence américaine, justement, c'est d'être encore plus ambitieux. Tu n'es pas là juste pour monter une boîte et la revendre, tu es juste là pour construire une belle organisation pérenne qui va être rentable. Ça fait partie de la pérennité de l'organisation que tu montes. Et avec ça, oui, tu peux gagner de l'argent, mais c'est encore une fois une motivation secondaire. Moi, je me lève pas le matin en me disant... je vais faire des thunes. Non, c'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Alors, j'ai ma question, du coup. Je te titille, je suis obligé. Vas-y. Si tu montes 3 boîtes, donc 2 avant Swan, puis aujourd'hui Swan, t'es resté combien de temps déjà? Et c'était quoi les limites? Pourquoi Swan à la fin? Et je te parle pas du business model, même de la value propre. Je te parle de toi intrinsèquement. Ouais, est-ce qu'il y a un moment où le côté bâtisseur, tu l'as perdu? Alors déjà, il y a un truc, c'est que j'étais pas CEO avant. Okay. Swan, c'est la première boîte où je suis CEO. Et c'est quelque chose, effectivement, qui me titillait. J'aime bien ça. Okay. Et puis, après, tu as toujours des histoires différentes. Tu as des histoires où tu vois que la croissance, ça devient compliqué à l'atteindre. Les 3 histoires sont très différentes avant. Voilà. C'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'humilité à ce moment-là? Il faut bien s'entendre avec ses co-founders? Il y a eu toutes les histoires. Tu vois, il y a rien de tabou. Donc, vas-y alors. Je pense que Antelope, effectivement, la croissance n'était pas évidente à aller chercher. Même si la boîte s'est revendue pas si mal que ça et que ça reste une très belle boîte dont je suis fier. Limonétique en 2007, je me suis un peu engueulé avec mes cofondateurs. Et aujourd'hui, on boit des bières ensemble avec grand plaisir. On est redevenus potes. Et Price Minister, c'était pas complètement mon aventure, donc je considère pas que je suis un 100% cofondateur. Je suis un micro-cofondateur de Price Minister. Ok, donc si je comprends bien,
Tu vis au quotidien ou t'anticipes toujours avec 1, 2, 3 ans d'avance? Ça, c'est une bonne question. Non, j'essaie d'anticiper. C'est quelque chose de très important, je pense, quand on est entrepreneur. Mais la vie te montre que tu peux te tromper aussi. Complètement, mais c'est pas, c'est comme quand tu fais un business plan. Il faut faire un business plan, il faut prévoir l'avenir, et l'avenir va pas être celui que tu as prévu. Mais le fait de prévoir l'avenir, ça va quand même te permettre d'engager des plans d'une certaine manière et de faire des choses mieux que si tu l'avais pas fait. C'est plus dur dans l'entrepreneuriat ou dans une vie de famille de prévoir l'avenir? Non, je trouve que c'est plus... Parce qu'il y a de l'émotion dans les deux. Hein. Il y a de l'émotion dans les deux et dans les deux cas, faut essayer de. C'est exactement la même chose. Dans les deux cas, faut essayer de prévoir hein, et pour autant, il se passe jamais ce que tu imagines quoi. Le bon exemple, là, j'ai eu récemment, je suis pas tout jeune, hein, t'as compris, et j'ai des enfants qui sont un peu grands. Et j'ai eu un bébé il y a 1 an. C'était pas prévu du tout. Ça va les nuits en ce moment? Ça va mieux depuis quelques semaines. Va mieux. Ça a été un peu dur. Il t'a fait pousser quelques cheveux blancs, c'est ça? Exactement. Bon, on les embrasse. J'ai une question à laquelle je pense récemment et je trouve qu'elle s'y prête parfaitement. Tu as dit qu'il n'y avait pas forcément de CEO qui t'attirait, plus des développeurs ou autres à qui tu t'identifiais. Et moi, je pars du principe, cette notion de mimétisme, c'est qu'en fait, on va mimer quelqu'un qu'on admire pour ce qu'il fait et on va essayer d'endosser un costume beaucoup trop grand. Et à travers ce fake, qui n'est pas mauvais, hein, on va se prêter au jeu et un jour ça devient une réalité. Est-ce qu'il y a eu ça? Est-ce que, tu vois, on part du syndrome de l'imposteur jusqu'à devenir crédible, mais qui t'a inspiré à ce niveau? Non, j'adore cette question. De manière amusante, j'espère que tout le monde n'écoutera pas ce podcast parce que c'est une question que je pose en entretien. Ah ouais? Ouais, c'est une de mes questions favorites, c'est qui c'est que tu aimes. On est connecté, Nicolas. Et j'ai pas dit que j'admirais pas des entrepreneurs. J'ai dit que je n'admirais pas que des entrepreneurs. Ouais, ou des CEO, il n'y avait pas cette figure-là qui te drivait. Bah, écoute, je peux te donner deux figures que j'aime bien. Il y en a une qui est old school, mais c'est un mec que j'adore. C'est un entrepreneur, que personne ne sait que c'est un entrepreneur. Tu connais Astérix? Ouais. Tu connais Goscinny? Oui. Goscinny, c'est le scénariste d'Astérix. Mais en fait, c'est un scénariste assez prolifique. Hein. Il a fait les scénarios d'Astérix, il a fait les scénarios de Lucky Luke, du Petit Nicolas. C'est Goscinny et qui Astérix? Il y en a un autre. Uderzo, c'est le dessinateur. C'est un des deux qui est décédé, il me semble, ou pas? Les deux sont décédés. Ah, les deux? Ok, ouais. Mais il n'y a pas si longtemps. Uderzo est mort il n'y a pas si longtemps, ouais, Goscinny est mort il y a très longtemps, dans les années 70. Ouais, excuse-moi, je t'ai interrompu. Et donc, du coup... Mais Goscinny, plus qu'être un super scénariste, c'était quelqu'un qui a monté un journal au début des années 60. Un journal dont plus personne ne se souvient, qui s'appelait Pilote, et qui a été le journal où il y avait tous les talents de la BD française dans les années 60. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de dessinateurs qui se sont révélés dans Pilote, mais une fois que Pilote est terminé, ou c'est devenu quelque chose de moins bien à la fin des années 60-70, tous ces dessinateurs, ce qu'ils ont fait derrière, c'est moins bien. Et donc, ce mec-là, Goscinny, il a réussi. Il avait du talent, il était capable de faire lui-même des choses, mais il avait une capacité de spotter des talents incroyables. Et une fois qu'il s'était chez Pilote, de faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et il y a plein de ces dessinateurs qui dessinent des fois la vie de Pilote. Et tu vois que c'était un endroit fun. Tu vois que c'était un endroit où les gens aimaient être. Et moi, j'aimerais bien que ça soit pareil chez Swan. Et de manière assez amusante, dans plein de BD aussi, les dessinateurs se foutent un peu de la gueule de Goscinny dans leur propre petite BD. C'est quelque chose aussi qui se passe chez Swan. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, ce côté... C'est quoi, qui aime bien châtie bien? C'est une dédicace en fait? Ouais, je crois que c'est exactement ça, quoi. On peut avoir de l'excellence et quand même passer un bon moment, quoi. C'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est le premier mec que j'admire. Et le deuxième, c'est Méga Bateau. Je suis désolé. Méga Bateau, le deuxième mec que j'admire. C'est japonais? Non, c'est Steve Jobs. C'est Bateau. C'est Steve Jobs, ce qu'il a fait entre 97... Attends, il y a un truc que j'ai loupé là. Méga Bateau, t'as dit? Méga Bateau, très bateau. Ah, c'est ok. C'est très bateau. D'un mec. Non, pas du tout. C'est pour ça que je t'ai dit Méga Bateau. Il va me sortir le gars qui a créé, tu vois, le manga au Japon. Ok, d'accord. Donc c'est très bateau, mais Steve. Ok. Ouais, voilà. Pour ton Steve. Oui. Incroyable. Ce qu'il a été capable de faire.
peut-être pas tant sur l'inventivité ou la créativité, mais plus sur la simplification. Quoi. Mais c'est drôle parce que tu vois, dans la deuxième, donc Steve Jobs, j'ai l'impression quand même vision product, visionnaire, avant-gardiste. Mais quand tu me parles de Goscinny, il est très bon techniquement dans son job. Ouais. Mais j'ai l'impression, et dis-moi, c'est ça, que le rôle de CEO, c'est quoi? C'est être capable de spotter des beaux talents et les fédérer. Un truc qui n'est pas palpable et en même temps où il n'y a aucune théorie. Mais c'est ça pour créer une boîte pérenne? C'est quand même essentiellement ça, ouais. Je pense. C'est bien d'avoir une vision, mais la capacité d'effectivement de... Bah, il n'y a pas une façon de le faire. C'est ça qui est marrant. Il n'y a pas une bonne façon d'être CEO. Il y en a plein. Comment t'apprends dans ce cas-là? Bah, je pense qu'il faut trouver sa voie, quoi. Je pense, encore une fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas une bonne façon d'être CEO. Il vaut mieux essayer plutôt de comprendre. Bah, je ne sais pas, même quand on fait un repas, quand on fait une fête et que tout le monde se sent bien à la fin de ce repas, pourquoi ça s'est bien passé et d'essayer de répliquer ce genre de choses, tout simplement, quoi. Mais c'est s'écouter, en fait. C'est s'écouter, savoir. Qui ne s'expliquent pas par moment, essayer de creuser dedans. Bah, exactement, ouais. Moi, je sais là où je suis bon et là où je suis pas bon. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas bon. Non mais stop. Et voilà. Quand tu dis que je suis pas bon sur plein de choses, moi je suis obligé. Si je ne fonce pas là-dessus, mes auditeurs m'engueulent. Allez, balance-nous toutes tes faiblesses. Mes faiblesses, ouais, il y a pas de problème. Je suis pas le mec le plus analytique de l'histoire de l'humanité, on va dire. En termes de stats ou en termes d'humain? Non, en termes de stats. C'est-à-dire que s'il faut écrire je sais pas moi, des slides de 70 pages pour convaincre des investisseurs que tout est absolument nickel dans un business plan, bah, je suis pas la bonne personne. Heureusement que tu as des super employés niveau marketing et com. Exactement. C'est ça, quoi. Exactement. Et j'admire les gens qui sont capables de le faire. Et on peut faire une dédicace à Sarah quand même. Ouais, exactement. Sarah qui bosse avec nous depuis 3 ans au marketing et qui est incroyable. Incroyable. Et ok, donc ça, t'es mauvais là-dessus. Si je continue un petit peu dedans, tu parlais du rôle de CEO, c'était pas forcément prévu, mais si c'est la première fois que tu occupes ce rôle, ça a été quoi les gros changements? Et après, promis, on va réellement parler de la value prop de Swan et des aventures, mais ça m'intéresse trop. Mais CEO, c'est quoi les changements par rapport à avant? Est-ce qu'on quitte cette casquette de dev? Ah ouais. Et on est content? Bah, en tout cas, il faut le faire. C'est-à-dire que la grande différence quand tu es CEO, c'est qu'à un moment, quand même, tu sens que tu dois décider pour les autres. Et tu dois faire des choix. Ça fait pas plaisir à certaines personnes, mais finalement, c'est ce qu'on attend de toi. C'est pas toujours un rôle facile, mais c'est un peu le poids de la responsabilité. Je trouve que c'est ça qui change par rapport aux autres fois où j'étais cofondateur sans être CEO. C'est dur de ne pas être aimé par tout le monde ou de faire des choix qui sont peut-être pas populaires ou incompris par moment à court terme? Il faut pas être CEO pour être aimé. Il faut être CEO pour construire, encore une fois, pour diriger, pour leader. Mais il faut pas faire ça pour être aimé parce que forcément, il y a des choix que tu vas prendre qui vont pas faire plaisir à certaines personnes dans l'entreprise, encore une fois. Et je suis un grand footeux, moi. Donc, je vais comparer à des entraîneurs, des sélectionneurs, type Didier Deschamps. Ouais. Ils vont toujours te dire, s'il y a une victoire, c'est l'équipe au top. Et s'il y a une défaite, c'est l'entraîneur. Et en même temps, bon, Steve Jobs, Goscinny, il devait être CEO de pilote. Mais il y a quand même des figures en termes de CEO. Est-ce que tu dirais que la victoire d'une entreprise, à la différence du sport, elle est quand même due à ses fondateurs, ou est-ce que c'est réellement l'équipe? Et comment c'est perçu par le public, tu vois? Alors, c'est perçu par la figure du CEO, mais évidemment que c'est pas le... En interne. En interne, c'est pas le... Les gens, ils savent que t'es pas si smart. Mais, tu sais quoi? Et tout à fait. Ils connaissent tous mes défauts en interne. Et c'est pas moi qui ai signé le plus gros contrat chez Swan. C'est pas moi... qui a écrit les lignes de code les plus smart chez Swan. Donc, j'ai aucun problème à dire que c'est l'équipe, mais je le pense fondamentalement. C'est pas... Bon, ouais, t'es pas arrivé là si t'étais débile, concrètement. Mais non, mais bien sûr. Pourquoi t'es bon, alors, toi?
On va parler des choses positives. Ouais, bien sûr. Je pense que je comprends vite les choses. J'ai une bonne intuition. J'arrive vite à comprendre les choses qui vont marcher, les choses qui vont pas marcher. Et j'arrive aussi à donner pas mal de place aux autres. Donc à faire en sorte que les gens, finalement, se sentent valorisés en travaillant avec moi. J'ai l'impression t'as pas trop d'ego, surtout pas mal placé. Et en même temps, t'as confiance en toi. C'est un art de suivre son gut feeling, non? Oui, tout à fait. Comment t'as réussi à développer ça? Bah, c'est marrant, c'est un de mes salariés du tout début qui disait effectivement que j'étais un CEO sans ego, quoi. Qui est rare pour être souligné. Et je pense que ça prend du temps. Encore une fois, je disais, il n'y a pas une bonne façon d'être CEO. Et ouais, effectivement, je pense que j'ai pas un ego monstrueux et que j'ai quand même confiance en moi. J'ai pas toujours eu confiance en moi toute ma vie. Mais faudrait l'analyser, ça. Il y a des trucs, même à titre perso, je sais pas, c'est du sport, des nouvelles activités dans lesquelles tu as su t'améliorer. Non, je pense que c'est plus avec le temps, tu sais finalement appuyer que sur tes points forts. Okay. Tu laisses tomber tes faiblesses. T'essayes pas de... Peut-être juste le minimum. Ça. Ok. Mais t'appuies très fort là où t'es bon. Est-ce que là où t'es juste pas bon, t'essayes juste d'arriver au minimum vital. Et surtout, t'insistes pas. Voilà. C'est hyper intéressant. Vraiment, c'est une question que j'avais pas prévue, mais en gros, la question aurait été vaut mieux être un peu bon partout ou excellent dans un certain domaine. Et toi, tu étais sur les... aucun doute. Ok. Tu es excellent juste dans quelques domaines. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur, on lui dit qu'il doit focus versus s'éparpiller. Exactement. Et aussi qu'il doit savoir s'entourer des gens qui sont pas comme lui, quoi. Bon, alors moi, je m'entoure de plein de gens qui sont pas comme moi, mais j'avoue que je m'éparpille de ouf. Mais c'est pas grave. J'en ai parlé dans un autre podcast. Bon, rentrons sur Swan. Première question qui est toute simple. Fais-nous un peu l'overview. On est dans des super locaux à Paris, dans le 11e, mais on va pas dire où, sinon tu vas avoir plein de gens qui vont t'harceler. Combien vous êtes? Création en 2019, bon, on l'a déjà dit, vous êtes 200. Combien vous avez levé? Et la deuxième question, si tu veux enchaîner là-dessus dans votre value propre, mais putain, quoi, pourquoi ça marche, Swan? Ouais, je vais te raconter tout ça. Donc, Swan, on l'a créé, je disais, avec Mathieu Breton et Nicolas Saison, au sein d'eFounders, qui s'appelle EXA maintenant à l'époque, en 2019. Salut Thibaut. Exactement, Thibaut, Amaury, Quentin et toute l'équipe d'eFounders. On est resté pendant... On n'était pas une boîte classique d'eFounders, on est resté 2 ans vraiment en stealth mode pour construire toute une infrastructure bancaire. Tu les connaissais, tes co-founders ou je connaissais Nicolas, je disais, depuis une vingtaine d'années. Et Mathieu, non, on l'a rencontré. Ah oui, mais Nicolas, c'était ton mentor ou... Non, c'était mon apprenti. Ah non, c'était ton apprenti, ok. Ah oui, c'est l'inverse. Donc, voilà, on travaille. Tu lui as appris, quoi. C'est moi qui lui ai tout appris. Quelle humilité. Non, pas du tout. Au contraire, Nicolas, c'était un mec que j'ai vite compris. Même, j'ai commencé à bosser avec lui, il avait 19 ans, et j'ai vite compris qu'il était assez génial, quoi. Incroyable, ok. Founders, ok. Enfin, EXA. Et donc, on est resté pendant 2 ans, une quinzaine à peu près dans la boîte, le temps de sortir un produit. Donc, 2 ans de R&D, de dev. Il n'y a pas vraiment le choix quand tu veux proposer des services bancaires. C'est pas un outil de productivité, c'est pas une app. Tu ne builds pas as you go, quoi. Bah non, voilà, il y a vraiment des boîtes où t'as pas le choix. Hein. Si tu fais le tunnel sous la Manche avant d'avoir tes premiers utilisateurs, forcément il te faut un petit peu de temps. Donc on n'en était pas à ce niveau évidemment, mais voilà. Pour eFounders, c'était pas hyper classique de faire ce type d'activité. 2 ans, il faut combien d'argent pour créer un produit aussi? Bonne question. Pas tant que ça au début. Je t'ai dit, on est passé entre 0 au début à 15 en 2021 quand on est sorti. Donc on a quand même fait une première levée de... eFounders, on a payé un petit peu, on va dire 1,5 million pour ces 2 ans. Bah, faut rémunérer les 15 CDI. Ouais, bien sûr, il faut les payer, évidemment. Ouais. Il faut les payer. Et puis, avant de sortir, on a dû lever une nouvelle fois auprès de Créandum et de BPI, notamment pour avoir des fonds propres. C'est quelque chose qui est nécessaire pour lancer une activité dans le paiement. Donc, on a fait une deuxième levée juste avant 2021, juste avant de se lancer dans le grand bain de l'activité commerciale de Swan.
J'ai juste savoir, Créandom, quand ils viennent et qu'ils investissent, ou Créandom ou Créandom, ouais. Ouais, Créandom, ouais, j'espère. Déjà, on parle. Non, je rigole. Mais non, s'ils étaient devant moi, ou si même ils étaient devant nous, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont investi? La question, c'est, je comprends 2 ans de R&D, grosse incertitude, build un produit. Ensuite, je comprends que tu as besoin de fonds propres pour monter la boîte, en fait, la commercialiser. La commercialiser, ouais. Mais qui te dit que tu vas réussir à vendre? Bien sûr, c'est pas du tout évident. Et en vrai, ça a été la levée de fonds la plus dure qu'on a fait. Je t'ai dit que j'étais un CEO egoless, et je pense que ça se voit. Et du coup, c'était pas évident. T'as fait de morti-vente, quoi, limite, c'était... Oh, non, mais c'est pas, ça a pas l'air ouf. Non, pas du tout. Mais j'ai pas réussi à lever avec des Français, en fait. Ok. Créandom, ils sont où? Ils sont suédois. Suédois, ok. C'est eux qui ont fait Spotify, Klarna, Zettel, des petites boîtes suédoises qui ont plutôt bien marché. Ils sont de Scandinavie, là, comme ça. Et donc, ils sont très produits. Ok. Et effectivement, j'en ai pas beaucoup parlé, mais on est très, très, très produits. C'est quelque chose on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Et Créandom, ils ont senti ça tout de suite. Ils sont arrivés, ils ont regardé, la première chose qu'ils ont regardé, c'est la démo. On a parlé avec eux et ils ont vu qu'on puait le produit, qu'on aimait ça. Et pour eux, c'était évident qu'il fallait investir chez nous. Est-ce que développer un super produit, j'allais dire, est-ce que développer un super produit sur tes 5 à 10 premières années est antinomique avec être rentable? Je pense pas. Je pense. Je te donne l'astérix. Spotify, je pense qu'ils ne sont toujours pas rentables alors qu'ils ont fait leur IPO. Ouais. Donc c'est pas facile. Hein. Moi, ils sont dans un business assez particulier. Et pour autant, moi, à titre perso, je l'utilise. Et j'espère que mes auditeurs l'écoutent aussi sur Spotify et Apple Podcasts, blablabla. Mais donc, ouais, j'aimerais savoir ça. Non, je pense que c'est pas du tout antinomique. Au contraire, là, tu peux revenir à Steve Jobs. C'est pas parce que tu te focuses sur quelques fonctions et que tu les fais très, 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 très bien, tu peux être rentable avec ça. Faut savoir bien les vendre. Faut savoir bien les vendre, bien sûr. J'ai pas dit non plus qu'il fallait être uniquement orienté product. Mm-hmm. Il faut savoir aussi faire un product qui est bien fait, c'est aussi un product qui rencontre son marché. Ça fait aussi partie du jeu auquel on joue quand on monte une startup. Et donc, ouais, on peut tout à fait être rentable en construisant un beau produit, il n'y a aucun doute là-dessus. On va reparler d'argent et de levée de fonds après, de rentabilité. Avant ça, juste, j'aimerais te poser cette question. Pourquoi Swan marche? C'est du produit? Ouais. Alors, je reviens à ce qu'on fait. Nous, on permet à n'importe quelle entreprise de créer des comptes, des IBAN, des cartes. Et ça va permettre à n'importe quelle entreprise qui a quelques développeurs, finalement, d'intégrer des services bancaires au sein d'un produit qui existe déjà. Tu donnais tout à l'heure l'exemple de Indy. Indy va pouvoir proposer, par exemple, des cartes. Ce qui est assez génial, c'est qu'une fois que tu payes, tout de suite, tu vas avoir une notification d'Indy, et là, c'est plus nous qui le faisons, pour te dire, vite, prends une photo de la petite facture, ils vont extraire la TVA, ils vont le mettre directement dans la compta. Ça, c'est vraiment des services qui vont faire que les services bancaires sont intégrés au sein d'un autre produit. C'est une histoire d'intégration, là. C'est une histoire d'intégration, exactement. D'API. Et là, on vient quand même de là. Il y avait déjà des plateformes qui proposaient les mêmes services quand on a démarré, et qui étaient même des grosses entreprises, un petit peu partout en Europe. Il y en avait en Allemagne, il y en avait en France. Sauf que si tu voulais travailler avec eux, si tu étais Indy, par exemple, et que tu disais, tiens, je vais travailler avec une de ces entreprises, il te fallait entre 6 mois et 1 an. Avant de mettre en place tout ça? Exactement. D'abord, il fallait parler à un commercial, il fallait envoyer un business plan. On te mettait en relation avec Mastercard, on t'expliquait que tu devais aller voir quand même la Banque de France. Et nous, quand on a créé Swan, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'un développeur, il pouvait avoir une idée pas bête de fintech un soir à 1h du mat, et puis se mettre à... Tu parles de toi, là? Ça fait un petit moment que je développe plus, malheureusement, je vais pas avoir cette prétention. Et aller sur notre sandbox et finalement se lever le matin avec une carte avec la marque qui vient de créer, et aller s'acheter un croissant avec sa carte sur Apple Pay. Donc ça, c'était vraiment l'idée qu'on avait à la base quand on a créé Swan, donc de faire quelque chose de simple, de vraiment simple et de facile à prendre en main pour des développeurs.
Je pense que c'est quelque chose qu'on a créé. Je vais te donner une autre analogie que Vas-y. quand je vais chez mon beau-père, il a un établi. Il a un établi, il adore, il a plein d'outils dessus. Et c'est des outils un peu trop chers. Il geek un peu les outils. Mais c'est pas ça qui est chouette, c'est que il est un peu. Je pense que tu vas dire, il nous écoute, un beau papa là. Il peut avoir un petit côté psychorigide. Il a un établi qui est rangé, mais c'est magnifique. Franchement, tu vois ça, c'est un Marie peu. serait très heureux. Exactement. C'est un peu sur-engineer, tu vois. Mais chaque fois que tu veux réparer quelque chose, tu vas sur cet établi et il y a toujours le bon outil. Tu n'as pas à chercher. Il est exactement là. L'expérience est plaisante. L'expérience est plaisante. Donc, tu veux un tournevis, tu le trouves tout de suite. Et chez Swan, pour les développeurs, c'est pareil. Tu as besoin d'un IBAN néerlandais, tu le trouves tout de suite. La doc, en fait, fait que tu vas immédiatement être capable de créer un compte avec un IBAN néerlandais. Tu as besoin de créer une carte Apple Pay, tu vas tout de suite être capable de la créer. Et donc, on essaye de faire un établi, en fait, pour les développeurs et pour créer des fintechs. C'est quoi ces lettres derrière toi? Derrière moi, on a parlé en intro rapidos, on est passé à autre chose. Raconte-moi ça. Ouais. De manière amusante, tu sais, quand tu crées un établissement financier, que tu as le droit de distribuer des IBAN. Tu sais, les IBAN, c'est des fois on dit le RIB en français. Yes, sir. C'est ce qui permet. Non, c'est quoi? Identification Bank Account Number. Ouais, c'est ça. Pas mal. Pas mal. Un master en finance, là. Exactement. Et donc, ça, c'est le BIC code. Donc, c'est ce que te donne, en fait, la Banque de France, plutôt Swift, une fois que tu as eu ton agrément et qui te permet d'émettre toi-même tes propres IBAN. Donc, on était évidemment très fiers au démarrage quand tu commences et que tu peux faire toi-même tes propres IBAN, que tu peux faire toi-même tes propres cartes. Donc, tout pour ça, l'avoir encadré et avoir créé un néo. Exactement. Et on a le droit de demander combien ça a coûté, cette belle œuvre d'art? Cette belle œuvre d'art, elle a probablement coûté, j'imagine, j'en sais absolument rien, je suis désolé. Non, c'est n'importe quoi, ne t'inquiète pas. Voilà, mais effectivement, il y a un petit FR dans ce on le voit. BIC. VFR même, besoin en fond de roulement. Bon, je vais arrêter avec les blagues de finance, ça devient très gênant. J'ai quand même cette question, tu parlais de ton beau-père. Ouais. Je suis sûr que si je l'avais en face de moi et que je lui demandais comment il range, en gros, ce que je veux dire, c'est magnifique son établi, mais lui, il peut t'expliquer la logique qu'il y a derrière et comment il l'a créé. Et tout ça, c'est ce que j'appelle la tech sous le capot. Ouais. En fait, on n'a pas besoin de montrer qu'il y a une énorme tech si le produit est super simple d'utilisation. Mais je suis sûr qu'il y a des choses en interne. Si tu peux me parler d'une seule chose, c'était quoi la plus grosse galère d'un point de vue product dont nous, on ne peut pas forcément se rendre compte? Alors, là, je sens qu'il y en a 500 qui viennent à l'idée. Ouais, il y en a 500 qui viennent à l'esprit, mais il y en a une qui est pas évidente, mais bon, pour les techs et pour les geeks, je pense qu'ils vont comprendre de quoi je parle. J'ai dit au début, pour ouvrir un compte Swan, on va pas télécharger une app Swan. Ouais. En fait, la plupart des apps bancaires ou des néobanques ou des choses comme ça, à un moment, tu dois faire une authentification forte. Tu sais, tu dois mettre soit ton Face ID ou mettre ton empreinte. Et ça, c'est dans une app en général. Or, nous, on n'a pas d'app. On va se mettre derrière l'app d'Indy on a une centaine de partenaires comme Indy. Donc, et on veut garder la main sur l'authentification forte. Encore une fois, on veut que nos clients ne prennent pas de risques. C'est pas eux la banque, c'est nous. On n'est pas une banque, mais c'est... Établissement financier. Établissement financier, exactement. Établissement de monnaie électronique, pour être précis. Et donc, cette authentification forte, on l'a fait au travers d'une page web. Justement, c'est un de nos développeurs qui a trouvé cette idée et ça a tout changé. Donc, ouais, ça a été quelque chose d'assez... Ça a enlevé de la friction, en fait, tu dirais? Ça a enlevé de la friction. C'est une page web, mais on est capable d'utiliser Face ID et tous les outils d'authentification qu'on peut trouver sur Android ou sur Apple. Et ça a vraiment changé les choses, d'être capable de faire ça dans une page web, ce qui n'était pas possible il y a 5 ans encore. C'est drôle parce que, en fait, je vois très bien de quoi tu parles. Moi, je l'ai utilisé. Donc, c'est-à-dire quand je vais sur Indy, j'ai mon authentification et après, pour regarder même mes coordonnées bancaires en fait sur la carte, après, il me redirige vers un site Swan. Exactement. Pour pouvoir avoir accès. Alors, Swan, mais aux couleurs d'Indy. Hein.
Ouais, mais je vois quand même ça. Un petit logo. Marque grise. Marque grise. Shades of Grey. On a mis un pied dedans. En fait, qui dit argent dit confiance énorme. Qui dit confiance et qui dit argent dit conformité, mais aussi sécurité. Donc, j'allais dire conformité, c'est plus d'un point de vue légal, et sécurité, c'est un point de vue end-user pour nous, et du coup, pour les clients de tes clients. Comment on attaque ce morceau? Est-ce que vous l'avez attaqué post-création du produit, et c'est après qu'on prend en compte comment ça se passe? Ouais. Alors, il se trouve que j'avais la chance de venir un peu de ce milieu. Et en fait, c'est au cœur même de l'idée de Swan, c'était justement d'être très sécurisé et de ne pas déléguer cette sécurité à nos clients, contrairement à nos concurrents. C'était Limonetic à l'époque? Alors, Limonetic, on avait utilisé des plateformes comme Swan de l'époque où j'ai vu ce pain et où j'ai vu à quel point c'était mal réglé par les plateformes de l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé de le faire. Donc, non, nous, on a vraiment mis la sécurité, la conformité au cœur, au démarrage même de Swan. Les premières choses qu'on a fait, c'était pas de la tech, c'était commencer à rédiger un dossier d'agrément. Okay. Et on avait décidé d'avoir tu sais, quand tu crées un établissement financier, il y en a qui se créent avec un appétit au risque élevé. Tu as le droit de dire, voilà, on va faire des choses, je sais pas, tu peux faire peut être un système de paiement pour des boîtes qui font du gambling, du jeu, ou je sais pas, de l'adulte, des choses comme ça. C'est des activités légales, mais très risquées. Nous, on a décidé de pas du tout faire ce genre de choses, de pas faire de crypto non plus, donc de pas du tout aller dans cette direction et de faire vraiment... on a un appétit au risque volontairement très faible, et on prend la sécurité, on prend la conformité super au sérieux. C'est quelque chose de fondamental. Swag est moins risqué qu'une banque dont tu as cité. Je parle de Revolut parce qu'ils ont la licence, mais Conto pas encore, je crois. Ou Conto là ou pas? Conto n'a pas une licence bancaire, mais c'est un établissement financier régulé, c'est un établissement de paiement. Oui, mais ils font pas de prêts, quoi. C'est pas vraiment... Alors, ils font des prêts de moins d'1 an. Ils ont annoncé ça cette semaine. Donc, arrête de leur faire de la pub, là. C'est quoi, ça? On a le droit de faire on a le droit de faire des prêts avec des prêts à la conso, quoi, des prêts court terme. Des prêts court terme si c'est lié à un paiement. Ok. On a le droit de faire une carte de crédit, par exemple. C'est comme du Alma derrière, en fait, du paiement fractionné ou du... Voilà, on a le droit de faire ce type d'activité, exactement. Mais du coup, c'était pas ça ma question. C'était quoi ma question déjà? Est-ce que c'est plus sécurisé? Oui, j'aimerais ça. Ouais, parce qu'en fait, tu dis que vous prenez peu de risques, donc du coup, la sécurité est très renforcée. Mais je te demande à toi, tu vois, quand tu le palpes, est-ce que tu te trouves plus sécurisé presque qu'une banque? Écoute, c'est une question marrante parce que j'ai écrit à la suite du scandale SVB l'année dernière, Silicon Valley Bank, qui a fait faillite. Les retirer ses fonds. Exactement, il y avait eu un bank run. J'avais écrit un post LinkedIn qui était un petit peu controversial. T'en fais de là l'année dernière. Et donc, pour dire qu'effectivement, l'agrément qu'on avait d'établissement de monnaie électronique ou d'établissement de paiement, qui est une invention européenne, ça n'existe pas dans toutes les régions. On ne peut pas être établissement de monnaie électronique aux États-Unis, par exemple. Ouais, comme quoi tu peux même avoir de l'innovation réglementaire au niveau du gouvernement, tu vois, au niveau de l'Europe. L'Europe a vraiment permis l'émergence de tous ces acteurs dont on a parlé pour Revolut. Et donc, nous, quand tu déposes de l'argent chez nous, contrairement à une banque, on n'y touche pas. On est obligé de le mettre dans un compte. Et on n'a pas le droit d'y toucher, ça s'appelle un compte de cantonnement. Et donc, on va pas, avec ça, on va pas faire du trading, on va pas acheter des actions, on va pas le prêter à d'autres clients, contrairement à une banque. Donc, dans ce sens, c'est plus sécurisé. Après, on doit quand même le déposer quelque part, dans une banque. J'allais te demander, c'est quoi cette banque, ou c'est qui, et c'est eux qui gèrent ce risque ou... Alors aujourd'hui, et donc nous on ne travaille pas avec des petites banques, pas avec des moyennes banques, on travaille avec BNPP aujourd'hui, qui est la plus grosse banque de détail. BNP Paribas BNP Paribas, oui, ouais. Tout à fait. Mais un grand partenaire de ce podcast. Voilà. Quel hasard. Donc on pourrait travailler finalement avec n'importe quelle banque. Et donc eux, ils vous backent à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous leur donnez les fonds, c'est eux. Et par contre, eux, on est d'accord, vu que c'est une banque, ils peuvent toucher et, j'allais dire jouer, ils
peuvent utiliser cet argent. Tout à fait. C'est pour ça que le post LinkedIn que j'avais créé avait créé de la controverse légitime. Ok, non, mais très bien. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est chacun à sa place, quoi. Exactement. Ouais, ok, super clair. Et, le temps file et j'ai quand même envie de parler d'une chose. Bon, tu viens d'en parler, les US. Dès le départ, je crois que votre boîte est assez internationale. Ouais. Comment ça se représente, que ça soit dans le produit, que ça soit dans le marketing et que ça soit même en interne dans la culture? Très large, hein. Mais c'est quoi l'enjeu en 2019? Et si tu veux comparer avec aujourd'hui? Alors déjà, on a une ambition internationale, mais pas complètement globale. Ce qu'on fait, Européenne surtout. exactement. Nous, on veut être européen. Encore une fois, on a ce framework en Europe qui est assez génial, qui est la libre prestation de services ou de libre établissement. Quand tu vends un service en Europe, tu peux le vendre dans tous les pays. Et c'est pareil pour les activités bancaires. En fait, si tu es une banque aux États-Unis, tu n'as pas le droit de fournir des clients qui n'habitent pas aux États-Unis. Et c'est pareil en Europe. Mais par contre, si tu es un établissement financier en France, tu peux fournir des services à un petit peu tout le monde au sein de l'Union européenne. UK compris ou pas? Alors, UK avant le Brexit. Le Brexit, mais surtout sur la currency, c'était plus ça ma question. Oui, tu as le droit de tout à fait. Il y a des pays qui sont au sein de l'Union européenne et qui ne sont pas dans la zone euro. Hein. Tu regardes la Suède, bien sûr. Donc, on a le droit de fournir des services dans ces pays-là. Et donc, nous, Day One, on avait cette ambition européenne. Et on était très, très français, les trois cofondateurs. Il n'y en avait aucun d'entre nous qui avait vécu à l'étranger. Et on connaissait cette faiblesse. Je parlais des faiblesses. Ouais. Et donc, très rapidement, on a essayé de recruter un non francophone dans l'équipe parce qu'on savait que ça changerait la culture de la boîte. Donc, je crois que ça doit être le 15e employé, le pauvre. Ça n'a pas été Pico, merci à toi. Donc, chez eFounders, du coup? Non, juste après le parti de eFounders. Ouais, c'est intéressant. Et donc, un Allemand qui ne parlait pas français et qui est venu à Paris et qui nous a rejoints. Et les 14 premiers sont français. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est tu construis un produit, en fait, il reste quand même assez français, même si vous avez une vision un peu plus globale. Par contre, ton 15e employé, c'est lui qui va apporter quoi? Une couche plus sur du sales marketing pour l'adresser à... Non, c'était la culture. Ah, c'était vraiment... on arrête de parler français, on parle plus français maintenant à table. On n'écrit plus en français sur Slack. On fait des All-Hands, on fait des kick-off le matin, des All-Hands. C'est les réunions qu'on fait le vendredi soir où une équipe présente ses travaux à tout le reste de la boîte. Termine all ends. All ends, toutes les mains. Ends. Sorry. It's because he forgot the H, with the accent. Donc voilà, en fait, on fait tout en anglais. Et maintenant, chez Swan, on essaye d'être un refuge à Paris de tous les internationaux qui ont du mal des fois à travailler dans des boîtes françaises où on parle français. On a un putain d'écosystème là-dessus. Enfin, je veux dire, il y a des aides aussi de la French Tech pour accueillir des talents étrangers. Exactement, mais nous, on est ravis en termes de culture, en fait. On est ravis en termes de culture d'avoir... c'est pas toujours facile pour eux, hein, mais parce que ça parle quand même encore pas mal français. Mais on est français, hein. Bah voilà. Mais on a quand même beaucoup de gens qui sont non francophones et qui savent pas parler un mot de français chez Swan et on en est très fiers. Et donc voilà, on avait cette ambition européenne Day One. Ouais. Rapidement, on a ouvert des succursales d'abord à Berlin, et puis après à Barcelone, et puis après à Amsterdam, et puis on continue en fait pour essayer d'avoir un service ultra localisé. Est-ce que tu vois des différences en remontée de usage, enfin d'utilisation de l'app entre ces différents pays, différentes villes? Ouais, bien sûr. Alors, c'est différence de culture peut-être. Pas que de culture en fait, c'est que y a beaucoup de legacy, il y a beaucoup d'historique, il y a beaucoup d'héritage dans tout ce qui est service bancaire. Et même si il y a un peu une lingua franca, il y a vraiment un socle commun à tous les services de banque de détail en Europe. Le SEPA, c'est comme ça que je fais des virements. Visa, Mastercard, c'est la même chose à peu près partout. Mais en fait, il y a plein de petits détails qui sont différents dans chacun des pays. Je peux donner un exemple. Si tu vas aux Pays-Bas, par exemple, avec ta Visa ou ta Mastercard dans un supermarché, ça va pas marcher. Mais non. Et ouais, ça va pas marcher. Parce que là-bas, ils ont, sur Mastercard, par exemple, les cartes sont aussi Maestro. Et il n'y a que Maestro qui va être accepté au supermarché. Donc, ils ont tous des distributeurs devant le supermarché. Maestro, on connaît en plus en France, mais personne là, quoi. Ou presque. Enfin, si. Non, c'est pas. Ça existe pas vraiment en France. Ça te dit quelque chose, ouais, parce que tu l'as déjà vu sur des logos, mais en fait, non.
Ou tu vas, je sais pas, tu vas en Espagne, il y a une espèce de Lydia interbancaire qui s'appelle Bizum, et que si tu l'as pas, tu peux pas faire de la banque de détail. Donc, chaque pays a ses petites spécificités, que ce soit en termes de loi, tu vois, les CGU, les conditions générales d'utilisation doivent respecter la loi locale, que ce soit en termes de petites spécificités, et puis à la fin, tout le monde veut avoir un IBAN local. En France, les IBAN commencent par FR. Et si tu veux vendre des services à un Espagnol, il faut mieux que ça commence par ES. Et justement, du coup, pour tous ces pays-là, l'enjeu, c'est d'avoir de nouer des partenariats sur place à chaque fois. Ouais, tout à fait. Vous avez une team en interne. On a une team commerciale locale, c'est indispensable. Mais c'est même plus du commercial, là, c'est du partenariat, parce que j'ai l'impression que d'abord, tu viens chercher le partenaire avec, j'ai plus le nom, en Espagne, ou même Maestro aux Pays-Bas. Pays-Bas, pardon, je vais y arriver. Netherlands, et après, tu pourras vendre. Tout à fait. On a un investissement chaque fois qu'on veut être ce qu'on dit hyper local dans un pays. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de vendre nos services français, même en Suède. Et ça parlera plus en local, quoi. Voilà. Quand on veut hyper localiser le produit, avec l'IBAN local et avec toutes les petites spécificités, on a un investissement à peu près d'1 an avant de pouvoir se lancer. Eh ben, question parfaite. Je vais pas te demander comment ça se passe pour ouvrir un pays, je pense qu'on n'a pas trop le temps. J'ai envie de te demander surtout, c'est quoi un des pays les plus sous-évalués ou sous-cotés en France à ce niveau-là? Tu veux dire un pays sous-évalué en France? En France, en Europe, pardon. Le gars connaît mal sa géographie. Non, quand je dis sous-évalué, c'est genre sous-évalué dans le potentiel. Hein. Je parle pas de son PIB ou peu importe. Je parle de l'utilisation des services financiers que Swan pourrait proposer demain. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Écoute, c'est très marrant. Plus le pays est moderne, plus ces banques sont archaïques. Interesting. Et ça s'explique assez facilement. Si tu regardes par exemple aux États-Unis, on a commencé à payer avec des cartes à puce. Tu sais, il y a encore très peu de temps, tous les paiements se faisaient en swipant la carte. Oui, c'est vrai. Ce qui est absolument pas sécurisé. C'est moins sécurisé que la puce. Beaucoup moins sécurisé. C'est le truc noir maïatique là. Voilà, tu copies en fait les informations en 2 secondes et c'est très très facile de falsifier ta carte. D'accord. Et en fait, ça s'explique, c'est les premiers qui ont commencé à mettre en place l'infrastructure, du coup, se retrouvent avec des infrastructures vieillissantes. Donc en Europe, il y a un pays, moi, que je trouve assez... il y a 2 pays qui sont les plus neufs, en fait, en termes bancaires, où ça marche très bien, et où d'ailleurs les services bancaires locaux sont de très bonne qualité. C'est l'Espagne et la Pologne. Pologne, ça va pas deviner, mais j'allais dire des pays du Sud, ouais. Donc Espagne et Pologne, c'est des pays, les deux ont vraiment une super infra. Et la Pologne encore plus, ouais. Donc, je vais pas dire de bêtises, Pologne, c'est zone euro? Non, la Pologne, c'est pas la zone euro. Ouais, ils ont zloty. Et donc, ok, ils ont leur... Enfin, parenthèse, mais c'est relou ou pas la multi-currency pour vous ou pas forcément? Alors, c'est pas la multi-currency qui est relou. Ça, c'est assez simple. Ce qui est très compliqué, c'est que on paye pas avec le même système de virement et de prélèvement. Donc, SEPA, qui est le système pan-européen, enfin, qui coûte pan-zone euro et qui est le même en Allemagne, en Espagne, qui est pas le même dans les pays qui n'ont pas la devise euro. Bien sûr. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est de s'adapter au système de virement, c'est plus cher, quoi. Prélèvements locaux. C'est ça ou pas? Non, c'est un gros boulot. C'est comme si on devait refaire from scratch, redévelopper from scratch, faire un virement. Voilà. C'est genre de la normalisation de la data pour que ça soit OK entre tous les pays? Plus complexe. C'est encore plus complexe. Chaque pays a ses rails de paiement, on dit. Voilà, on va pas se lancer là-dessus. De toute manière, le temps est limité. Il y a un dernier truc dont je voulais te parler qui était... Attends, je regarde, oui. Très rapidement, tu as parlé de Mastercard. Ouais. On a beaucoup parlé de marque blanche, marque grise. Ouais. On a parlé de confiance, on a parlé de sécurité. Est-ce que vous n'êtes pas victime, d'un point de vue marketing, de ne pas être représenté auprès du grand public à cause de la marque blanche? Et évidemment, je prends l'exemple inverse avec Mastercard qui, eux, ils dépensent des milliards en pub, je pense, chaque année, quoi. Donc, ouais, écoute, Mastercard et Visa, d'ailleurs. Visa et Mastercard, tous les deux, ont une stratégie qui est très étrange. Qui est très original. Okay. Parce que les clients de Visa et Mastercard, c'est pas toi, c'est pas moi, oui. Pas des marchands. En fait, c'est les banques. Et donc, ils font de la stratégie auprès des clients finaux, auprès des utilisateurs des banques, pour convaincre les banques de les utiliser. Ce qui est une stratégie
assez, Et ça à ne deux temps. jamais pour eux en marque blanche, du coup. C'est pour ça qu'il y a toujours leur logo sur les cartes. Ça pourrait marcher en marque blanche. Oui, mais ça ne servirait plus à rien, la crédibilité auprès du grand public. Exactement, mais quand tu fais un virement, par exemple, tu utilises aussi des systèmes interbancaires dont tu n'as jamais entendu parler. Stet, ça te dit quelque chose? Non, EBA Clearing, ça te dit quelque chose? C'est des très belles boîtes qui ont une activité semblable à Visa et Mastercard. Pourtant, on était assez confiant quand tu fais un virement. Et non, mais là, en tout cas, Visa et Mastercard ont choisi cette approche marketing très très différente, d'être connus du grand public. C'est une super stratégie. On n'a pas les moyens. Non, mais c'est une question. Ok, donc c'est pourquoi vous n'avez pas choisi de faire la même chose? Beaucoup trop gourmand en termes de cash. Beaucoup trop gourmand en termes de cash. Ok. Tout simplement. Ok, d'accord. Voilà. Et puis on est aussi, finalement, on parle d'humilité, on est vraiment très content de... Tu sais, Swan, le nom de la boîte, c'était on cherchait quelque chose de blanc. On est très très content que nos clients mettent leur marque par-dessus nous. Voilà. Ok, bon, je vois le logo qui est en Black Swan, hein, pour autant. Just saying. Ok, on termine sur notre petite question de fin. Je vais te prendre grave à contre-pied, ok? C'est parti. C'est quoi une activité dans laquelle tu ne vois pas le temps passer et sors du taf, s'il te plaît? C'est pas chez Swan. Moi, j'adore jouer de la guitare. Ah ouais? Ouais, je peux passer une après-midi entière à jouer de la guitare. Jusqu'à que tes gosses t'appellent. Ça saoule mes gosses. Ah ouais? Ouais, ils aiment pas du tout. Normalement, ils adorent. Non. Il prend sa guitare. Voilà. Donc tu joues mal? Non, c'est juste que je m'occupe pas d'eux quand je joue de la guitare. C'est pour ça qu'ils sont pas contents. Et si je creuse juste là-dessus, c'est quoi? C'est la phase d'évolution? C'est quoi le côté artistique? Enfin, Absolument pas. C'est vraiment. Qu'est-ce qui te fait kiffer, quoi? C'est apprendre. C'est apprendre? Ouais. Ok. C'est manuel aussi. Comme c'est pas une activité dans la vie de tous les jours que je fais, je suis ravi d'avoir une activité manuelle. Ok, non, mais je trouve ça intéressant de revenir à un truc hyper pragmatique. Ouais. Ok. C'est quoi? Non, attends. Laisse-moi bien réfléchir à la question. Ok, on va se poser celle-ci qui est plus simple. Si tu avais un conseil à adresser à Nicolas de 2001, qui rentre chez Price, c'est ça? Ouais. Le conseil à lui adresser pour monter une boîte, que ce soit Price, que ce soit une autre derrière. Un conseil, ce serait quoi? Il y a un truc qui est très... On parlait d'argent et du fait de la motivation. Il y a un truc qui est très important, je trouve. Et on parle aussi souvent de prise de risque quand on est entrepreneur. Et en fait, je pense qu'il faut être un peu le contraire. Il faut être un peu risque adverse. En fait, il faut vraiment bien planifier quand on veut monter une boîte. C'est un peu comme se lancer dans une aventure, je sais pas, au pôle Nord. Et il faut se baquer, notamment financièrement. Parce que quand tu montes une boîte, tu sais que tu ne vas pas gagner d'argent pendant 1 an, 2 ans. Alors c'est peut-être plus facile quand tu sors de tes études et que tu peux être chez papa, maman encore, quand tu as la chance d'avoir des parents qui peuvent t'accueillir chez toi et de manger des pâtes. Puis tu ne vois pas ce risque en fait. Et tu vois moins ce risque. Pas, ouais. Bon, parce que t'as moins de responsabilités. Bien sûr. Et donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a moins d'entrepreneurs à 35 ans qu'à 25. Mais ouais, c'est de bien se préparer, en fait, quand tu montes une boîte. Ça peut paraître bizarre comme conseil, mais sois bien préparé parce que c'est comme traverser le pôle Nord au début. Monter une boîte, c'est pas facile. Et donc, il faut avoir des réserves. Et tu dirais que t'es arrivé en haut? Non. Que quoi? T'es pas arrivé en haut du pôle Nord, là? Mais non, en plus, ça met pas un nom. Bah justement, tu vois, il n'y a pas d'arrivée, en fait. Tu vois l'horizon et tu sais pas où est-ce que c'est. Exactement. Il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de sommeil. Ça serait quoi tu vois ce que c'est l'épitaphe? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais que soit ton épitaphe? Mon épitaphe. Bah, je t'ai dit que moi j'aimais bien construire. J'aimerais bien. Il a construit quelque chose. Voilà. Quoi comme quelque chose? Quelque chose, n'importe quoi. Je te dis, j'ai pas de plus d'admiration pour un CEO qui a monté une start-up que pour le mec, je sais pas qui c'est d'ailleurs, qui a lancé l'idée de faire le TGV Paris-Lyon. Ok. Dans les années 70. Ce serait quoi au quotidien? On a dit, je n'accepterai pas l'argent comme réponse, mais je pense que tu me la donneras pas. Est-ce qu'au quotidien, un truc qui te fait plaisir, un truc qui te fait kiffer, et là on rentre chez Swan, donc dans le cadre pro. Ah, c'est de bosser avec les autres.
Ouais, mais genre, donc là, aujourd'hui, concrètement, disons-le, on est vendredi, il y a très peu de personnes, ça te fait chier. Exactement. Ouais, le contact humain, c'est hyper important. Le contact humain, moi j'aime travailler avec les autres. Dans une salle de réunion, sur un tableau blanc, et commencer à effectivement rentrer dans une zone à plusieurs, ça c'est un truc qui vraiment me... Ça t'enrichit aussi, ce ping-pong intellectuel, ces trucs comme ça, avoir des gens qui sont concernés par un projet qui est plus grand que toi. C'est juste un énorme plaisir de le faire. Là, je vois pas le temps passer, il n'y a aucun effort à faire, c'est un grand plaisir. Bon, allez, attends, mon avant-dernière question. Tu t'en souviens. Moi, je dis souvent que l'entrepreneuriat, ça requiert de la folie et que la folie vient d'un trauma. Est-ce que tu saurais analyser un petit trauma chez toi? Écoute, je vais être super décevant. Non, je suis pas si sûr que ça. Tu vois, le fait même de dire que être entrepreneur, c'est de la folie, je suis pas si d'accord. En fait, c'est overrated, entrepreneur. Tu trouves? Ouais, ça pas un métier comme les autres, mais finalement, c'est un... Oui, tu crois pas qu'il y a beaucoup plus de personnes qui pourraient être entrepreneurs demain et qui ne le savent pas, qui le overrate? C'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde et surtout, c'est pas grave si tout le monde est pas entrepreneur. Okay. Un pays d'entrepreneurs, encore une fois, tu vois, la France dans les années 70, je reprends cet exemple où c'était pas du tout quelque chose à la mode, on était quand même capable de construire des lignes TGV, des centrales nucléaires, des Concorde. Le Minitel, c'était une organisation différente et moi j'aime quand les gens travaillent bien autour de projets qui font du sens. Okay. Il y en a qui sont montés par des startups, il y en a qui sont pas montés par des startups. Ouais, donc si des gens veulent devenir entrepreneurs, faites-le, c'est une super aventure, c'est pas facile. Il y a un peu de romantisme autour de ça, un peu trop de romantisme parfois autour de ça. Ouais, à pas montrer les vraies galères. À pas montrer les vraies galères. Mais dans les bons moments, s'il n'y a pas de mauvais moments, tu les savoures pas, quoi. Enfin, tu vois, ouais. C'est très excitant. Il y a un petit côté très addictif dans le métier. Je sais pas, c'est peut-être le toit qui va nous tomber dessus. Quelle ambiance. Très bien quand tu avais le podcast avant, j'enregistre la piste audio. Je veux juste te poser cette question. Peut-être tu vas me dire pas du tout, mais est-ce qu'à travers Swan, parler juste de Swan, est-ce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, même si ce quelqu'un est fictif ou ne fait même plus partie de ce monde? Non. Non, du tout? Non. Même pas à toi-même? Si, à moi-même, ouais. Ouais, peut-être, ouais. Mais il y a un côté... Mais je pense que tout le monde a besoin de reconnaissance de soi-même ou encore une fois que tu montes une boîte ou que tu montes pas une boîte, et je le vois tous les jours en manageant, tout le monde veut se prouver quelque chose, c'est pas que le fait de monter une boîte c'est juste quelque chose d'assez humain et d'assez classique. Tout le monde veut s'impressionner. Ouais, très, très humble de dire ça, je trouve, justement. C'est hyper intéressant. Bon, c'est mes dernières questions, je te le promets. Ça s'appelle les questions du tac au tac. Vas-y. Je veux des réponses du tac au tac. Okay. C'est parti. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Je dirais 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux? De manière quotidienne. 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? 6. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien? 8. Dernière question plus ouverte. Si tu n'étais pas entrepreneur à la tête de Swan aujourd'hui, qu'est-ce que tu serais ou qu'est-ce que tu ferais? Je t'ai dit que j'étais constructeur, prof de maths. Rien à voir. Ok, tu veux vraiment me prendre à contre-pied. Ouais. C'est moi qui ai dit ça juste avant. En fait, c'est toi. Bon, un grand merci, Nicolas, pour cette belle heure de podcast. Ça va, t'as pris du plaisir? C'est super. Bon, un grand merci, Yacine. J'espère que tout le monde a été inspiré, a bu ces paroles comme j'ai pu le faire. S'il y a des questions que je t'ai pas posées, j'invite mon audience à me le dire. Et ce serait aussi l'occasion de faire un nouveau format qui serait des petits lives post-podcast. Donc voilà, je te mets ce petit traquenard, t'étais pas au courant. Mais s'il y a des questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire ou alors on enverra un petit message à Nico. Encore un grand merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Et je termine toujours avec ça. Un grand merde à tous ceux qui nous écoutent. À très vite. Ciao, ciao.